immeuble s'effondre dans la capitale économique du Cameroun, Douala. La scène se déroule aux premières heures de ce 30 juin 2021 au quartier Bonaprise, au quartier résidentiel du premier arrondissement. Les détails seront présents dans le cadre de cette édition de l'information. Mais pour l'heure, le bilan fait état d'une personne portée disparue et de plusieurs dégâts matériels. Le maire de la ville et les autres autorités administratives se sont rendus sur le pied des décombres. Toujours dans le chapitre de l'actualité, lutte contre le désordre urbain, des points de ramassage ont été mis en œuvre à Douala, précisément au lieu dit rond-point d'Edo de Douala, seulement au lendemain de la mise en service de ce point de stationnement. Les utilisateurs, notamment mototaximens et taximens, boudent le lieu. Ils évoquent plusieurs raisons. Nous en parlerons dans cette édition de l'information. Toujours dans le chapitre de l'actualité, hausse du prix unilatéral du ciment. Le ministre du Commerce tape du poing sur la table. Luc Magloire Barga Tangana interpelle et rappelle à l'ordre le directeur général d'une entreprise spécialisée dans la cimenterie. Celle-ci a l'obligation de respecter les prix fixés de commun accord avec les autorités administratives concernées. Et puis à l'international, l'Algérie est au cœur de l'actualité avec un nouveau Premier ministre, évocation de ce technocrate dans cette édition de l'information. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. C'est un réel plaisir de vous savoir au rendez-vous de l'information du soir sur la télévision du monde. Nous l'ouvrons par des faits de société, notamment en Konsamba, où il est question de nouveaux cas de braquage et de cambriolage enregistrés dans une localité au lieu dit Cité des Anges, en Konsamba. Bouteilles de gaz, réfrigérateurs et plusieurs autres ustensiles de cuisine ont été emportés par les malfrats Patrick Moignan et Château-Vallon N. Ouverte. J'ai donc crié à l'aide. Ma barrière s'est sortie. On a vu la barrière ouverte. On a constaté que la barrière était ouverte. La cuisine. Je me suis dirigée vers la cuisine. J'ai donc remarqué que j'avais un frigo qui était par là, la bouteille à gaz et quelques plats que je venais d'acheter en fait. Donc c'est comme ça que j'ai crié à l'aide au quartier. Il y a quelques voisins qui sont sortis. Bon, je n'avais pas les mots parce que j'étais un peu dépassée. Cette situation semble pourtant inédite dans cette concession. Ça fait pratiquement 4 ans et demi que je vis dans la cité ici. Et mes effets sont toujours au même endroit. Que je sois là ou pas, parce que je suis plus en famille que chez moi. Donc, je peux pratiquement faire 2 à 3 semaines sans passer par ici. Mais ça a été une très grande surprise pour moi ce matin. Je suis dépassée parce que depuis que je suis ici, aucun de mes locataires n'a jamais eu à perdre un truc quelconque. Franchement, je suis dépassée. Parce que vraiment, on m'a aussi pris le fou qui m'aidait à chauffer l'eau pour mes enfants. Et vraiment, si vous pouvez nous aider à trouver vraiment celui qui a eu à faire cela, ça nous fera vraiment plaisir. Pour l'heure, une plainte a été déposée par la victime auprès des autorités compétentes afin de retrouver ces cambrioleurs qui courent toujours. Du sud du Cameroun, des accusations portées contre une dame pourtant réputée spécialiste des bouillons chauds de la semaine et même du week-end. Au lieu dit conteneur, la dame a même été annoncée arrêté par les autorités militaires de Kribi. Seulement, il n'en est rien. Rapproché auprès du commandant de la brigade de Kribi, il déclare n'avoir interpellé la dame en question. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi les accusations font le tour de Kribi, mais davantage des réseaux sociaux? Tentative de réponse, Albert Madola. À l'aide à tous les gens qui partent de boire le bouillon au conteneur, on a arrêté cette femme. Elle est maintenant à la compagnie.
C'est ce message qui défait la chronique dans les réseaux sociaux dans la cité balnéaire de Kribi. Autour de cette dame, Maman José, comme appelée affectueusement par ses clients, vendeurs de bouillon au lieu-dit contenait ici à Kribi. Tout commence il y a exactement 2 semaines quand la rumeur s'est répandue que Maman José, puisqu'il s'agit d'elle, serait soupçonnée de préparer son bouillon avec le des cadavres et serait enfermée à la compagnie de gendarmerie. Joint au téléphone, le commandant de compagnie nous fait savoir qu'il n'est au courant de rien et qu'il n'y a jamais eu une interpellation contre Maman José, tout en rappelant que Maman José prépare son bouillon depuis plus d'une 30aine d'années dans ce lieu mythique, le conteneur, et a pu nourrir sa petite famille. Rendu au lieu-dit conteneur pour y voir plus clair, nous trouvons Maman José en pleine activité et ses clients en pleine dégustation. Parce que c'est une maman qui prépare très bien. Ça fait peut-être déjà 2-3 ans que je suis au Cameroun. De temps en temps, je viens prendre surtout le bouillon de poisson. Moi, je ne suis pas tellement viande. Mais là, j'ai des invités qui viennent chez moi. Je suis obligé de prendre la viande parce qu'il n'y a pas de poisson aujourd'hui. Sans commentaire, il est la seule dans après elle. Qu'est-ce qui n'a pas marché et qui est tapé dans l'ombre pour ces campagnes de sabotage? Je suis ici au conteneur, ici c'est le chemin. Je fais mon bouillon pendant 40 ans aujourd'hui. J'ai commencé d'abord avec le bar. Ça là c'est la jalousie parce que je sais préparer. Ma mère m'a appris à préparer et je ne fais pas la magie. C'est ça, les condiments du village. À mes clients qui sont Yaoundé, Douala, partout, Bafoussam, qui ne comprennent pas ça, c'est du sabotage qu'ils sont en train de me faire. Vivement que Maman José poursuit son activité dans ce coin mythique de la cité balnéaire. Et puis nous vous l'annoncions à l'entame de cette édition de l'information, un immeuble de plusieurs niveaux en construction s'est effondré aux premières heures de ce 30 juin 2021 au quartier Bonapriso. Le bilan provisoire fait état d'une personne disparue et de plusieurs dégâts matériels. Le maire de la ville s'est rendu sur le lieu, comme lui, plusieurs autres autorités administratives, notamment le gouverneur de la région littorale, Samuel Dené Ivra-Adibois, le préfet du département du Vouré. Mais pour l'instant, l'autorité municipale parle de construction illégale dans une zone inconstructible, annonce d'ailleurs des sanctions sévères contre le propriétaire du dit bâtiment. Charles Fils Elangé s'y est rendu. Voici son reportage. Sur le site du sinistre, les éléments du Corps national des sapeurs-pompiers, appuyés par l'entreprise en charge. Il est 4 heures de ce matin du 30 juin quand cet immeuble de 6 niveaux s'effondre comme un château de cartes. Ce sinistre de trop est loin d'être inédit dans la capitale économique car comme plusieurs autres, il n'est pas sans conséquences. D'après le communiqué du propriétaire de cet immeuble construit à Bonapriso, dans son bilan provisoire, il indique qu'une personne est portée disparue, un blessé et plusieurs dégâts matériels. Le maire de la ville, Dr Roger Mbassandine, a tenu à effectuer une descente sur les lieux afin de s'enquérir de la situation et prendre des mesures fortes contre le propriétaire. Mais hier, c'était dans notre zone, dans notre quartier de la ville. Nous allons dans tous les cas vérifier si ce monsieur a un permis de construire. S'il n'a pas le permis de construire et qu'il y a mort d'homme, la ville va porter plainte contre lui. Et au cas où il a un permis de bâtir, qu'est-ce qui va se passer? Pardon? Au cas où il a un permis de bâtir. Nous allons vérifier si les études ont été faites suffisamment pour avoir un permis de construire. Cette zone n'est pas constructive. Les gens ont remblayé notamment pour pouvoir élever des murs. Donc je ne pense pas qu'il faut avoir un permis. La mesure urgente qu'on prenait en ce moment, la première mesure urgente. La première mesure urgente, c'est celle qui est en train de se faire. C'est des choses. Je ne dois pas encore sauver. Le chantier est déjà parti. Nous allons arrêter la construction de ce chantier dans tous les cas, puisqu'il y a d'autres. Nous allons faire que cela soit arrêté immédiatement.
Au moment où nous quittions les lieux, les sapeurs et les engins se mobilisaient dans le but de ressortir des décombres de potentielles victimes. Des immeubles qui s'effondrent dans la ville de Douala, voilà un cas légion qui côtoie désormais les habitudes des habitants de la capitale économique. Malgré ces cas répétitifs, on reste toujours dans l'interrogation tout en indexant la qualité du matériel de construction et bien évidemment l'exploitation des zones inconstructibles. Chose qui relève du phénomène de construction anarchique qui désormais semble malheureusement porter l'identité de la ville de Douala. Nous restons dans la ville capitale économique du Cameroun et nous nous intéressons toujours à cet effondrement. Vous l'avez compris, le bilan non officiel de cet effondrement au quartier Bonaprise de Douala fait état d'une personne portée disparue, d'un blessé et d'importants dégâts matériels. Et cette personne qui répond encore aux abonnés absents serait en lieu et place notamment le vigile de ce bâtiment en construction et notamment basé dans cette zone marécageuse du quartier résidentiel de Bonaprise, dans le premier arrondissement de Douala. Les membres de la famille de la victime sont en larmes sur le site sinistré. Jean Jeméedna, Patrice Foucault y était également. Voici le reportage. Sur le site du sinistre, les éléments du Corps national des sapeurs-pompiers, appuyés par l'entreprise en charge des travaux publics, sont à pied d'œuvre dans l'espoir de retrouver sous ces gravats l'une des victimes encore recherchée. Ça est tombé sous les gens. J'ai couru pour regarder, je vois mes frères sont plein ici à côté. J'ai compris les mangas, c'est dedans là, c'est mes frères. Parce que je ne peux pas, je travaille là-bas dans la journée, mais je ne peux pas aller rester là-bas. Et autour du site de l'effondrement, 6 au quartier Bonapriso à Douala, où un cordon de sécurité est érigé depuis les premières heures de ce mercredi 30 juin 2021. Les membres de la famille et proches de la victime, un certain Epanga Moïse, vigile en faction dans ce chantier, attendent en vain la dépouille qui serait ensevelie. Le malheur a trouvé, c'était même à 4 h du matin. Voilà. C'est ça qu'on a entendu que la maison est tombée sur lui. Il s'appelait comment? Apanga, Moïse. Apanga Moïse. C'est notre frère? Oui, c'est notre frère. Il avait quel âge encore? Il avait les enfants, il était marié? Il a des femmes. Des femmes. Il a au moins 6 enfants. Et là, vous attendez quoi? On attendait son corps, non? On attendait son corps, c'est notre frère. On attend que notre frère, il est décidé. Hein? Donc, on ne peut pas que nous, comme vous voyez les gens là, pour attendre que donc, si on peut quand même voir notre frère. Et au moment où nous allons sous presse, aux environs de 18 h, les recherches étaient toujours en cours sur le site du sinistre, où une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de cet autre effondrement à Douala. Et puis, non à la hausse du prix du ciment de façon unilatérale, telle que initiée par une entreprise de la place, notamment Simencam. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, tape du poing sur la table, surtout vole au secours des constructeurs et autres acteurs du secteur de la construction à travers le triangle national, tiennent d'ailleurs, rappelle l'entreprise, au strict respect, un respect d'ailleurs scrupuleux des mesures prises par le gouvernement de la République en matière d'application des prix homologués. Les précisions de Merveille Moukoko. Malgré le fait que certaines denrées aient des prix homologués, certains commerçants et producteurs réussissent toujours à contourner, voire défier l'autorité compétente. Parmi ces denrées figure en bonne place le ciment. Cependant, depuis quelques jours, circulent des rumeurs sur une éventuelle hausse de prix par la société Simencam. À cet effet, Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce, n'a pas attendu que ce soit effectif pour faire un rappel à l'ordre. Dans une correspondance
audience datant du 29 juin 2021, Luc Magloire Mbarga Atangana adresse une mise en garde au directeur général de la Simencam, dont la décision unilatérale de l'augmentation du prix de ces produits serait considérée comme défiance et provocation à l'endroit de son autorité. Il est évident que si cette résolution unilatérale est mise en application, la conséquence logique serait la pose des scellés sur les installations de Simencam. Le point est donc frappé sur la table et c'est à la hiérarchie de la dite structure de voir. Ceci intervient au moment où les consommateurs se plaignent de la flambée des prix de plusieurs autres denrées, mettant en mal leur portefeuille. Le consommateur doit se prendre en main. Il appelle, c'est gratuit. Il appelle le 1502 et tout de suite, Madame le chef de la brigade nationale va se déporter, soit elle-même, soit ses équipes. On va aller sanctionner. Lutte contre le désordre urbain dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Les vieilles habitudes ont la peau dure, on peut le dire avec affirmation pour ce qui est du point d'aménagement et de stationnement érigé au rond-point d'Aïdo de Douala par la mairie de la ville. Le dit point est désormais boudé par les transporteurs, précisément mototaximens et taximens. Ces derniers évoquent un certain nombre de raisons pour la non-utilisation de ce nouvel espace nouvellement créé et aménagé. Il s'agit notamment de l'entrée ou la construction approximative des entrées de cet espace qui aujourd'hui ne semble pas faire la fierté des conducteurs taximens, mototaximens en ce point névralgique de la capitale économique du Cameroun, Douala. Reportage. À peine aménagé par la mairie de la ville de Douala, le point de stationnement devant desservir plusieurs destinations de la capitale économique du Cameroun est boudé par ses principaux utilisateurs et les raisons sont multiples. Mais je ne sais même pas si ces gens qui calculent, qui veulent nous mettre, qui nous dirigent, je ne sais même pas s'ils réfléchissent d'abord avant de faire des choses. Il fallait beaucoup travailler ici, là, parce que c'est tellement compliqué sur les taximans de tourner, revenir par ici. Si on dégageait ici au moins, ça devrait permettre que les taxis viennent prendre le rond-point et entrer que par ici, avant de ressortir ici. Mais le taxi ne veut pas sortir, il vient et prend le rond-point avant d'entrer ici là, et ressortir. C'est compliqué. Premièrement, l'aménagement n'est pas encore terminé. Et de deux, c'est d'abord petit. Vraiment, comme vous voyez là, nous ne pouvons pas tous se suffire là-bas dedans. Et de trois, vraiment, je ne vois pas comment tous les clients qui partent de tous les coins de la ville vont venir se retrouver là-bas pour qu'on puisse tout charger. Bon, c'est ça qui fait problème, vu que le déchargement, c'est par ici là, et nous attendons le client sur place. À la mairie de la ville de Douala, les raisons évoquées par les conducteurs d'engins à deux roues et les propriétaires des véhicules de couleur jaune sont loin d'être fondées au regard des nombreuses concertations menées sur le terrain avec les différents acteurs. Certaines raisons sont vraiment objectives et d'autres raisons sont manifestes de la mauvaise foi. Nous avons donc fait un aménagement sommaire, je dis bien un aménagement sommaire sur le site Enflot. Et cet aménagement sommaire devait nous permettre d'installer déjà les taximens et les mototaximens et nous rendre compte de la fonctionnalité, de l'opérationnalité efficiente de ce site. Depuis que ce site est aménagé, nous avons, avec les mototaximens et les taximens, identifié quelques contraintes. Au-delà de cette résistance, l'objectif visé par la mairie de la ville de Douala, avec l'aménagement de cet espace de stationnement, de chargement et de déchargement, est principalement la décongestion du rond-point de Douala et la maîtrise de la mobilité urbaine à ce point névralgique de Douala. Là où les mototaximens vont rester, les clients vont venir, parce que les clients ne peuvent pas bouger sans mototaximens, les clients ne peuvent pas bouger sans taxi. Ils ne peuvent pas occuper la voie publique, l'espace public, gêner la circulation. Nous avons anticipé, on leur a préparé, on leur a aménagé un espace où ils doivent aller. Et qu'ils le veulent ou non, ça, je dis, il y a un temps pour le dialogue et nous avons pris suffisamment de temps pour faire ce dialogue. Et il y aura aussi maintenant un temps où la loi devrait être appliquée dans toute sa rigueur.
On a coutume à le dire, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Celle-ci semble renaître et reprendre droit de cité au rond-point de Douala, aux grandes dames de la vaste campagne initiée par la mairie de la ville de Douala, visant à restituer aux piétons les trottoirs et aux automobilistes la chaussée, comme pour dire qu'une nouvelle opération coup de poing se dessine en perspective au rond-point des deux de Douala. Et puis en santé, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, vient d'achever une tournée de travail dans la région de l'extrême nord du Cameroun pendant près d'une semaine. Le patron de ce département ministériel a fait le tour de plusieurs formations sanitaires. Il a saisi l'occasion pour recueillir les doléances des personnels soignants et autres staff techniques. Seule fausse note dans cette visite de travail, les travaux de construction de l'hôpital de référence de Maroua qui piétine. Georges Meyedna et Kazimi Banti étaient dans la suite du patron de la santé. Voici le reportage. Premier arrêt de cette tournée de travail du ministre de la Santé publique, l'hôpital régional annexe de Yagua, dans la région de l'extrême nord. Après le tour du propriétaire des différents blocs de ce centre hospitalier, le docteur Manaouda Malachi a tenu une séance de travail avec le top management et l'ensemble du personnel soignant afin de recueillir leurs doléances. Il y a un ensemble d'équipements, mais il va falloir que nous renforcions également le plateau technique au niveau du Mayo Danaï. Il y a des investissements qui sont en cours et des choses qui peuvent être facilement données. Et donc nous travaillerons avec la direction de l'hôpital pour que ces choses leur parviennent assez rapidement. Passé l'étape de Yagua, le ministre de la Santé publique et sa délégation ont mis le cap sur le chantier de construction de l'hôpital de référence de Maroua. Ici, le patron de la santé au Cameroun n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement à l'endroit de l'entreprise en charge de la réalisation des travaux sur la lenteur qu'accuse ce chantier. Sont censés avoir commencé depuis le 2 mai 2017 et à ce moment nous sommes encore à moins de 50% d'avancement global du chantier. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas être satisfait de cette visite, je ne peux pas être satisfait de ce que je viens de voir ici. Et donc nous avons déjà eu à faire 3 prolongations de délai. Nous sommes en train de dire à l'entreprise, nous ne ferons plus une 4e prolongation de délai. Donc l'entreprise doit se mobiliser ici jours et nuits, n'est-ce pas, pour travailler 24 heures sur 24 heures et avoir le maximum de personnel si l'entreprise veut tenir le délai qui lui sont interpartis. Sinon, on ne pourra pas aller au-delà de ce délai. Donc nous pensons qu'il y a eu des arguments qui ont été avancés dans le sens de ces prolongations, mais il faut bien qu'on s'arrête à quelque part et que l'entreprise recommence à travailler et à travailler pour tenir ce délai-là. Heureusement, la colère du docteur Manaouda Malachi va tomber en visitant les infrastructures et les plateaux techniques de l'hôpital de district de Moura, du centre de santé de Madakolkoshi et l'hôpital privé de Tokomberi, dans le Mayo Sava, toujours dans la région la plus septentrionale. Globalement, le personnel est motivé, le personnel est au travail et nous pensons que nous les avons félicités aussi au nom de monsieur le premier chef du gouvernement et du chef de l'État. Nous les avons félicités, remerciés et je pense qu'on aura un engouement encore beaucoup plus fort. Maintenant, nous avons également visité un certain nombre de formations sanitaires. Il y a beaucoup de travail à faire, mais nous pensons que ce n'est pas hors de portée. Le gouvernement va se mobiliser. On apportera toutes les améliorations de plateaux techniques et d'infrastructures nécessaires pour que les populations de l'extrême nord puissent également bénéficier des soins de qualité. Dans la foulée, cette tournée de travail du ministre de la Santé publique a aussi été ponctuée plusieurs articulations, au rang desquelles la remise de la médaille de chevalier de l'ordre de mérite camerounais
au directeur de l'hôpital régional de Maroua. Nous parlons de toute autre chose. Nous mettons le cap à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, pour nous intéresser à l'évaluation semestrielle du plan spécial triennal jeune initié par le chef de l'État Paul Biya. Les travaux viennent de se tenir à Yaoundé sous la conduite du ministre de l'Éducation civique et de la jeunesse Mounouna Fotso. Les travaux ont par ailleurs été ponctués par la cérémonie de remise solennelle du matériel roulant aux unités opérationnelles engagées sur le terrain. Les précisions de Mohamed Essoumba de Jean-Oscar Libok. Un bilan plus que positif malgré la situation sanitaire qui a freiné quelques actions prévues par la feuille de route du plan triennal spécial jeune. C'est la quintessence de l'évaluation semestrielle interne qui s'est tenue ce jour à Yaoundé, présidé par Mounouna Fotso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, que certains membres du gouvernement sont venus assister. Une évaluation de l'exécution des projets lancés il y a 6 mois pour cet exercice 2021. Cette stratégie, s'il faut encore le rappeler, vise à juguler la précarité parmi les jeunes et favoriser leur contribution à la croissance économique. Nous notons que le premier axe, à savoir la mise en place de l'Observatoire national, est presque achevé avec 90% d'exécution, avec aujourd'hui près de plus d'1 million de jeunes enregistrés à la plateforme de l'Observatoire et référencés à différents guichets, plus de 54 000 avec la carte jeune biométrique opérationnelle qui permet à de nombreux jeunes de bénéficier de services sociaux de base. La jeunesse qui trouve ici un véritable pôle d'intégration dans divers domaines en auto-emploi ainsi que dans le développement de certaines start-up. Sur les 1 million de jeunes enregistrés, 58% en réalité recherchent des financements pour la création de leur entreprise ou de leur projet d'insertion. Et ce qui est une bonne chose parce que c'est un changement de paradigme que nous voulons amener grâce au réarmement moral, civique et entrepreneurial qui vise à inculquer l'esprit civique, patriotique et surtout le fighting spirit nécessaire aux jeunes pour que chacun soit une sorte, comme dit le chef de l'État, de lion indomptable dans son domaine. Et donc, dans ce domaine-là, il y a quand même aujourd'hui près de 8000 projets qui sont financés, des jeunes installés ou en cours d'installation. Et ceci, c'est près de 22 000 jeunes employés, disons 22 000 emplois directs créés, hormis les emplois indirects. Donc, je crois que c'est un résultat satisfaisant. Au finish, le ministre Mounouna Fotso, accompagné de ses collègues du gouvernement, ont procédé à la remise du matériel roulant aux unités techniques opérationnelles, soit 7 pick-up et 360 motos tout-terrain pour renforcer les actions sur le terrain de la lutte contre la Covid-19. En sport football, nous reparlons de Coton Sport de Gariguois qui revient fraîchement après son élimination de la Coupe de la CAF par la jeunesse sportive de Kabylie. C'était le week-end dernier. Le plénipotentiaire camerounais n'a malheureusement pas pu passer le cap des demi-finales. Seulement, le club phare du Septentrion a eu un parcours plutôt exceptionnel et honorable. Retour sur ce parcours, John Petenka. Rien n'a redit sur la performance de Coton Sport de Garo en Coupe de la CAF. Le club des Bêches de la Benue a joué sa partition, et ce malgré les difficultés rencontrées sur son chemin. C'est même d'ailleurs sans match sur le plan local que les cotonculteurs ont lancé leur périple en Afrique. À part un parcours exceptionnel aux préliminaires sanctionné par 5 victoires et un match nul en 6 sorties, Coton Sport commence mal son aventure en phase de poule avec une défaite dans les derniers instants de jeu face à la JS Kabylie. Au stade Tizo Ouzou, Coton Sport tombe sur le score de 0 buts contre 1 après avoir joué pendant 30 minutes en infériorité numérique. Une entrée ratée mais prometteuse car Coton Sport a montré de belles choses. 7 jours plus tard, Coton Sport, pour ses grands débuts à Garoua, surprend le champion en titre, la RS Berkane, et lance sa saison. Félix Oukine et ses coéquipiers s'imposent 2-0 et montent à la 2e place du classement. La 3e sortie en phase de poule est un voyage fructueux en Zambie face au Napsa Star. Sur la plus petite des matchs,
Coton Sport s'impose et grimpe au classement avec 6 points désormais. Le 11 avril, soit 7 jours après, Coton Sport récidive et cartonne le Napsa Star à Garoua, 5 buts à 1, grâce à un Lambert Arena Nguémé exceptionnel. 4 matchs et 3 victoires, Coton Sport n'a besoin que d'un seul point pour voir l'écart. Sauf que les 2 derniers matchs sont des échecs pour Coton Sport de Garoua. D'abord, défaite 1 but contre 2 face à la JS Kabylie à Garoua, puis défaite sur le même score en Algérie pour la 6e et dernière journée face à la RS Berkane. Coton Sport profite du jeu trouble du Napsa Star et de la contre-performance de RS Berkane pour composter son ticket pour l'écart avec 9 points, juste derrière la JS Kabylie 12 points. La suite est une double confrontation face à l'ASC Djaraf. Sur l'ensemble des 2 matchs, Coton s'impose 1-0 à Garoua à l'aller et s'incline 1 but contre 2 au retour. L'avantage du but à l'extérieur donc suffit pour que Coton Sport ait son ticket pour les demi-finales. Mais à cette étape, encore la JS Kabylie sur le chemin de Coton Sport qui s'impose même d'ailleurs sur l'ensemble des 2 rencontres. 2 buts à 1 à Yaoundé, puis 3-0 à Alger. Coton Sport est éliminé, mais le parcours est héroïque. Pour récompenser cette forme, cette année de Coton Sport de Garoua, Lambert Arena Nguémé reste jusqu'à présent avec cette réalisation le meilleur buteur du tournoi. L'histoire retiendra que Félix Oukene, Soaibou Marou, Etamen Gombe, Banga Bidjeme, Narcisse Lin et bien d'autres étaient de cette génération qui a fait vibrer tout le Cameroun. Coton Sport sur les crasses de Oryx de Douala, Canon de Yaoundé, Union Sportive de Douala reste toujours quatré en demi-finale d'une compétition africaine. De toutes les façons, impossible n'est pas camerounais. Dangerous. There's a 5-on-4 situation for Coton Sport. Continuing to run, and oh, a brilliant goal! Fantastic! À l'international, l'Algérie a un nouveau Premier ministre. C'est un véritable technocrate qui a été nommé et il devra constituer le prochain gouvernement. Ayman Abdelrahman était ancien ministre des Finances, ancien gouverneur de la Banque d'Algérie et ancien directeur des impôts. C'est un homme qui a été formé dans le secteur des impôts et des finances à Alger et également à Clermont-Ferrand en France. C'est un technocrate, il n'appartient à aucun parti politique. Et donc ça donne une idée sur le prochain gouvernement que monsieur le président Abdelmajid Tebboune voudrait donc avoir pour appliquer des réformes politiques et économiques. Et monsieur Abdelrahman, qui a déjà introduit des réformes dans le secteur des impôts, notamment dans le secteur douanier, dans le secteur bancaire depuis qu'il a été nommé ministre, va continuer ces réformes après la constitution de son gouvernement qui sera donc composé de certains partis qui ont gagné les élections législatives du 12 juin dernier, notamment le Front de Libération Nationale, qui n'aura pas donc le poste du Premier ministre, le Rassemblement National Démocratique et d'autres partis comme le Front El Mostarbel. Il appliquera les réformes, parce que cela a été dit clairement par le président Tebboune au parti qu'il a reçu depuis samedi dernier, des réformes surtout dans le secteur économique et dans le secteur social et politique en Algérie. En Afrique du Nord, et nous nous intéressons à la Tunisie qui fait face à une nouvelle flambée de coronavirus. Les hôpitaux sont d'ailleurs débordés par cette nouvelle flambée. Devant l'hôpital Ibn Jazar à Kérouan, des volontaires se chargent de transférer les dépouilles vers le cimetière le plus proche. Dans ce centre médical, les services de réanimation arrivent à saturation. Alors les patients sont triés sur le volet, sous les yeux de leurs proches désemparés. Je ne comprends pas pourquoi l'hôpital a retiré ma mère de son lit aux urgences et l'a transférée dans une salle sans lit. Ma mère est dans une situation critique. Ils l'ont laissée sur un fauteuil roulant dans un coin comme un chien. La situation hospitalière à Kérouan est à l'image du reste de la Tunisie. 90% des lits d'hôpitaux sont occupés et depuis une semaine, le nombre de décès quotidiens liés au Covid s'établit en moyenne à 80 par jour. Pour freiner l'épidémie, le gouvernement a avancé le couvre-feu national à 20 h à partir du 1er juillet. Tous les rassemblements publics seront interdits. 4 gouvernorats sont confinés depuis une dizaine de jours, des mesures qui devraient être étendues à plusieurs régions. Pour les soignants,
qui n'arrivent plus à faire face. Les autorités doivent vite soulager les hôpitaux. Le gouvernement a ouvert une unité réservée aux patients Covid, mais sans recruter du personnel médical. C'est très difficile de trouver des volontaires. Les gens ont peur d'avoir une faible immunité et de contaminer leurs proches. Au problème de recrutement s'ajoute celui de la vaccination. Le pays peine à se procurer des doses. Seuls 1 700 000 personnes ont reçu le sérum ces 3 derniers mois, sur les 12 millions d'âmes que compte la Tunisie. Madame, c'est avec ce reportage sur une nouvelle flambée de coronavirus en Tunisie que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision du Monde 308 sur le bouquet Canal 7. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tu as tout pris. Je n'aimerais pas te donner le prétexte de revenir. Laisse-moi. Paloma, nous pouvons être courtois l'un avec l'autre, il me semble. Oui ou non, vas-tu continuer à rester avec un homme diminué? Fais s'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Votre mari est, je crains, paraplégique. Maman, Je suis désolée, tonton.